Je voudrais dire un peu que il ne pourrait jamais avoir dans le cadre, dans la vision de dire le droit du peuple et l'expression du peuple, dans la définition purement de la démocratie chez les Grecs, qui voudrait que ce soit le peuple, la population, qui amène au haut, n'est-ce pas, qui élit son dirigeant. Et j'ai l'impression que le système américain traduit un tout petit peu ce qu'on lisait dans le livre vert libyen, où c'est à peu près des chefs de famille ou des cantons ou des tribus qui étaient des porte-flambeaux, n'est-ce pas, populaires, pour donner l'expression de la gestion du pays ou bien l'élection ou de supporter celui qui peut être le guide. Mais ici, ce qui pose problème et même ambiguïté, j'ai parlé d'antagonisme entre la voix populaire et la voix qui revient forcément à ces grands électeurs, et nous l'avons vu par image, prouve donc que historiquement, ça ne pourrait pas être en termes de définition ce que nous pouvons exprimer par résultat démocratique. Mais cependant, le respect et la compréhension qu'il faut pouvoir donner, c'est parce qu'il y a une règle de l'art politique et de la liberté qui voudrait dire que, à partir du moment où un peuple exprime sa volonté, ou du moins est d'accord à sa constitution élaborée et son plan de choix, et se plaît donc dedans, alors c'est une règle préétablie qu'il faudrait respecter en tant qu'État souverain. Monsieur Dans ce cadre, oui, on le respecte. Mais ça veut donc dire qu'il faut respecter pour les autres et il ne pourrait pas passer pour des donneurs de leçons. Monsieur Badakane, est-ce que vous avez le sentiment, vous, en tant qu'homme politique sur la scène camerounaise, j'ai bien envie de dire sur la scène africaine, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut s'inspirer de ce système américain? Les États-Unis, c'est quand même la première puissance du monde. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses à puiser dans ce système où peut-être de l'autre côté, les États-Unis devaient plutôt aller soit en Europe ou venir en Afrique, puiser dans les systèmes électoraux de ce côté-là? Non, je ne pense pas qu'il faille s'inspirer de ce modèle. Nous devons inventer notre modèle, nous devons la construire en fonction de notre situation historique et de nos ambitions, historiques. J'ai souri tout à l'heure quand le docteur disait que c'est une démocratie. Ça dépend de la conception qu'on a de la démocratie. Si la démocratie consiste, n'est-ce pas, à une alternance, pour l'alternance, mais qui fait que deux partis confisquent la scène politique pendant un centenaire, pourquoi pas, et que ça soit figé autour de deux partis, oui, si c'est comme ça. Mais si on construit la démocratie, comme le chef dit tout à l'heure, comme l'expression vraiment du peuple. De la volonté du peuple. Oui. Mais au-delà, n'est-ce pas, du vote, ça dit que la démocratie se concrétise, n'est-ce pas, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, il y a un problème. Cette conception de la démocratie qui magnifie la richesse, qui magnifie les puissants, et les élève au niveau d'un horizon indépassable, pose problème pour des nations jeunes, comme les pays africains, au niveau où on commence à nous dire qu'il faut prendre ça pour modèle. Ça pose un problème. Parce que quand vous voyez les élections américaines, mais je vous en prie, la puissance de l'argent, ça pose un problème. C'est même un problème moral. Aux États-Unis, c'est l'argent qui fait l'élection. C'est l'argent qui fait l'élection. L'argent corrompt tellement la démocratie aux États-Unis qu'à un niveau, ça frise l'indécence. Ça frise l'indécence. Quand vous voyez l'impact des notables, tout à l'heure vous avez suivi le reportage, le politologue parlait des notables. Et il ne faut pas négliger cette dimension dans la politique américaine. Ce système électoral est le produit d'un rapport de force entre les puissants économiques, n'est-ce pas, qui se méfient du vote populaire, qui se sont toujours méfiés du vote populaire. Et c'est un compromis qui est le fruit d'un rapport de force entre la puissance, la dynamique populaire de revendication démocratique sur le plan historique américain et la volonté des notables de préserver leurs intérêts en évitant la bourrasque populaire au niveau démocratique. Donc moi je dis, est-ce qu'on peut s'inspirer? Je ne conseille pas ça. Je dis que historiquement, au contraire, il faut tirer les leçons des failles, n'est-ce pas, entre guillemets, de cette démocratie et construire, n'est-ce pas, des perspectives politiques innovantes qui permettent à ce que, n'est-ce pas, nous relevons les défis historiques qui s'imposent à nous. Je voudrais dire que nous sommes des États qui n'avons pas achevé nos processus de décolonisation. En tant que tel, le défi qui se pose à nous, c'est d'abord de nous libérer contre toute forme de néocolonialisme.
Je ne veux pas dire que tout, je ne veux pas dire que nous sommes irresponsables, non. Mais je tiens à te dire qu'il faut d'abord achever la libération nationale. Et quand on va, pour achever ça, il faut de l'indépendance culturelle, il faut l'indépendance intellectuelle, il faut l'indépendance politique. Et il faut qu'on prenne, nous devons prendre toutes nos libertés, de toutes les versions politiques que le monde nous offre. Ne pas copier comme des moutons, inventer un modèle qui corresponde à notre réalité historique. Et l'Afrique, nos pays, sont un gisement culturel immense, sur le plan institutionnel, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan spirituel. C'est parce que nous méprisons notre héritage culturel que nous pensons qu'on a à s'inspirer des modèles qui d'ailleurs aujourd'hui démontrent leurs limites. Merci à vous, Président Banda Kani. Nous allons aller aux États-Unis, mesdames, messieurs, pour voir à l'heure qu'il est ce qui se passe sur le terrain. Mohamed Bachir. Oui, Aboubacar, nous avons d'autres résultats qui tombent, notamment selon les projections de CNN, la chaîne américaine. Barack Obama est donné vainqueur dans le Vermont, un bastion démocrate d'ailleurs, tandis que Mitt Romney aurait remporté l'Indiana et le Kentucky, deux États traditionnellement républicains. Autre résultat, toujours selon les premiers sondages sortis des urnes rapportés par CNN, toujours, les candidats seraient tous deux à 49% dans l'État clé de la Virginie. Sans être raciste, comme le dit le commentateur là, des Noirs de la Virginie se sont fortement mobilisés derrière Barack Obama, ce qui prédit, selon ce commentateur, une certaine victoire de Barack Obama. Et pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure concernant la Floride, nous devons savoir tout simplement que Barack Obama, comme nous le disions, et Mitt Romney sont tellement au coude à coude dans les sondages que certains Américains se demandent si le scénario de 2000 ne se reproduira pas. Et donc, Aboubacar, peut-être les panélistes pourront nous éclairer là-dessus. Est-ce que nous ne nous dirigeons pas vers le scénario George Walter Bush et Al Gore? Merci à vous, Mohamed Bachir. Plus de 200 millions d'Américains se sont rendus donc ce mardi 6 novembre 2012 pour offrir aux États-Unis d'Amérique le 45e président de son histoire. En liste donc, deux candidats, Barack Obama et Mitt Romney, respectivement du Parti républicain et démocrate. Je vous propose, mesdames, messieurs, de refaire connaissance avec ces deux challenges et leurs différentes formations politiques. The Democratic Party is one of two major contemporary political parties in the United States along with the Republican Party. Since the 1930s, the party has promoted a social liberal and progressive platform, and its congressional assembly is composed of progressives, liberals, centrists, and left libertarians. The party has the lengthiest record of continuous operation in the United States and is among the oldest political parties in the world. The current president of the United States, Barack Obama, is the 15th Democrat to hold that office. As of the 112th Congress following the 2010 elections, the Democratic Party currently holds a minority of seats in the House of Representatives and a majority of seats in the Senate, as well as a minority of state governorships and control of a minority of state legislatures. The Democratic Party grew from anti-federalist factions that opposed the fiscal policies of Alexander Hamilton in the early 1790s. Since the 1890s, the Democratic Party favored liberal positions. In recent exit polls, the Democratic Party has had broad appeal across all socio-ethno-economic demographics. Historically, the party has favored farmers, laborers, labor unions, and religious and ethnic minorities. It has opposed unregulated businesses and finance and favored progressive income taxes. In foreign policy, the internationalism was a predominant theme from 1913 to the mid-1960s. In the 1930s, the party began advocating welfare spending programs targeted at the poor. In recent decades, the party has adopted a centrist economic and socially progressive agenda, with the voter base having shifted considerably. Today, Democrats advocate more social freedoms, affirmative action, balanced budget, and a free enterprise system tempered by government intervention. The economic policy adopted by the modern Democratic Party, including the former Clinton administration, has been referred to as the third way. The party believes that governments should play a role in alleviating poverty and social injustice and use a system of progressive taxation. The Democratic Party, once dominant in the southeastern United States, is now strongest in the northeast, mid-Atlantic, and New England, Great Lakes region, and the Pacific coast, including Hawaii.
The Democrats are also very strong in major cities. The Republican Party, for its part, also called the GOP, which means Grand Old Party, is one of the other major political parties in the United States besides the Democratic Party. Founded by anti-slavery activists in 1854, it dominated politics nationally for most of the period between 1860 and 1932. 18 presidents have been Republicans. The most recent Republican president was George W. Bush. Currently, the party's platform generally reflects American conservatism in the U.S. political spectrum. American conservatism of the Republican Party is not wholly based upon rejection of the political ideology of liberalism, as many principles of American conservatism are based upon classical liberalism. Rather, the Republican Party's conservatism is largely based upon its support of classical principles against the modern liberalism of the Democratic Party that is considered American liberalism in contemporary American political discourse. In the 112th Congress, elected in 2010, the Republican Party holds a majority of seats in the House of Representatives and a minority of seats in the Senate. The party currently holds the majority of governorships as well as the majority of state legislatures. The Republican Party quickly became the principal opposition to the dominant Southern Democratic Party and the briefly popular Know Nothing Party. The main cause was opposition to the Kansas-Nebraska Act, which repealed the Missouri Compromise by which slavery was kept out of Kansas. The Northern Republicans saw the expansion of slavery as a great evil. The first public meeting where the name Republican was suggested for a new anti-slavery party was held on March 20, 1854 in a schoolhouse in Ripon, Wisconsin. The first official party convention was held on July 6, 1854 in Jackson, Michigan. By 1858, the Republicans dominated nearly all northern states. The Republican Party first came to power in 1860 with the election of Lincoln to the presidency and Republicans in control of Congress and again the northern states. It oversaw the saving of the Union and end of slavery and the provision of equal rights to all men in the American Civil War and Reconstruction between 1861 to 1877. The GOP supported business generally, hard money, high tariffs to promote economic growth, high wages and high profits, generous pensions for Union veterans, and after 1893, the annexation of Hawaii. The Republicans supported the Piastic Protestants who demanded prohibition. Since 1980, geographically, the Republican base, that is the red states, is strongest in the South and West and weakest in the Northeast and the Pacific Coast. The Republican Party's strongest focus of political influence lies in the Great Plains states, particularly Oklahoma, Kansas, and Nebraska, and in the western states of Idaho, Wyoming, and Utah. While there may be several differences in opinion between individual Democrats and Republicans on certain issues, what follows is a generalization of their stand on several of these issues. A Democrat is typically known as a supporter of a broader range of social services in America than those advocated by Republicans. Republican philosophy is based on a limited influence of government and a dominant foreign policy. Republicans are considered on the right end of the political spectrum, while Democrats are on the left. The far right generally is pro-religion, anti-bureaucracy, pro-military, pro-business, and pro-personal responsibility. Republicans are usually considered conservative, maybe a little virtuous, pro-business, and against the bureaucracy often associated with big government. They see big government as wasteful and an obstacle to getting things done. Their approach is Darwinian in that the strong shall survive. To the far left of the spectrum are the extreme liberal or most extreme Democrats. Democrats are considered more liberal. Democrats tend to favor an active role for governments in society and believe that such involvement, be it environmental regulations against polluting or anti-discrimination laws, can improve the quality of people's lives and help achieve the larger goals of opportunity and equality. On the other hand, Republicans tend to favor a limited role for government in society and believe that such reliance on the private sector, be it avoiding unnecessary environmental regulations or heavy-handed anti-discrimination laws, can improve economic productivity and help achieve the larger goals of freedom and self-reliance. While the Republican policy aims more towards individual responsibility and the belief in individual rights and justice, the Democrats are more for community responsibility and community and social justice.
When it comes to the military, Republicans prefer increasing military spending and have a more hardline stance against countries like Iran, with a higher tendency to deploy the military option. Democrats prefer lower increases in military spending and are comparatively more reluctant to using military force against countries like Iran, Syria, and Libya. Looking at abortion, Democrats believe it is the woman's right to decide to abort and hence it is legal, while Republicans believe it shouldn't be made legal. Turning to gay rights, Democrats tend to favor equal rights for gay and lesbian couples, for example, the right to get married and adopt children, whereas Republicans believe that marriage should be between a man and a woman, so they do not support gay marriage or allowing them to adopt children. As concerns taxes, Democrats support progressive taxes, that is, they want high-income individuals to pay taxes at a higher rate. They support an increased taxes on the wealthy to pay for public programs. But Republicans support tax cuts for everyone, whether rich or poor. They consider higher tax rates on the rich a form of class warfare. Democrats favor increase in the minimum wage to help workers. Republicans oppose raising the minimum wage because it hurts businesses. Due to the TV coverage during some of the presidential elections in the past, the color red has become associated with the Republicans, as in red states, the states where the Republican presidential nominee wins, and blue is associated with the Democrats. Republicans have controlled the White House for 28 of the last 43 years since Richard Nixon became president. Famous Democrat presidents have been Franklin Roosevelt, who pioneered the New Deal in America and stood for 4 terms, John F. Kennedy, who was assassinated in office, Bill Clinton, and Nobel Peace Prize winners Barack Obama and Jimmy Carter. Famous Republican presidents include Teddy Roosevelt, known for the Panama Canal, Ronald Reagan, credited for ending the Cold War with Gorbachev, and the 2 Bush family presidents of recent times. The Republican president, Richard Nixon, was forced to resign over the Watergate scandal in America. Grand focus sur les élections aux États-Unis, surtout les 2 partis qui sont en liste avec leurs 2 différents candidats. Peut-être avant de donner la parole à nos invités sur ce plateau pour le commentaire, nous allons prendre les images de CNN sur place qui essaie un peu de suivre minute by minute aussi ces résultats des élections de la présidentielle 2012 américaine. Left select polling stations and phone interviews with a sampling of people who voted early. All right, take a look at this. Let's go to Florida first. Wow, look at how close the exit poll estimates the situation in Florida is right now. 50% for the president, 49% for Mitt Romney. A very, very tight exit poll result in Florida. In Mississippi, not so tight. 60% we estimate, according to our exit poll, going for Mitt Romney, 40% for the president. In Missouri, Mitt Romney, 53% to the president's 44%. That's Missouri. We're watching that state closely. We have more exit polls. I want to put them up for you right now. Other exit polls results in New Hampshire. Look at how close it is in New Hampshire, a key battleground state. 50% for the president, 48% for Mitt Romney. Remember, this is an estimate. In New Jersey, they had weather-related problems, as you know. Our estimate, according to this exit poll, 53% for the president, 45% for Mitt Romney. In Pennsylvania, that's a state where Mitt Romney sought to make a run in the final few days of this campaign. Look at how close. 52% for the president, 47% for Mitt Romney. Remember, these are estimates that reflect the votes of the people we interviewed at select polling places. Early voters, we also spoke to early voters who were interviewed on the phone. They may not necessarily reflect the actual outcome in a particular state once we get the final vote tallies. Let's show you some real votes that have come in. These are not exit polls. These are real votes. We'll start in Florida. 42% of the vote is in. The president maintaining a slight advantage. 51% to 49%. 73,500 vote advantage. More than 3 million votes have been counted. 29 electoral votes in Florida. In Virginia, 12% of the vote is now in. In Virginia, Mitt Romney has a slight advantage, 59%. It's not so slight, I should say, to 40%. 87,000 vote advantage with 12% of the vote in for Mitt Romney. In Ohio, only 7% of the vote is in. I want to caution you. But right now, the president maintains a lead of 62% to 37%. That's a 100,000 vote advantage with only 7% of the vote in
for the president right now in Ohio. Let me give you a show of the national popular vote, where it stands right now. This is the popular vote. There it is right there. Right now, with 2% of the popular vote nationwide in, 51% for Mitt Romney, 48% for President Obama. He's got 163 vote advantage. The popular vote slightly ahead for Mitt Romney right now, but it's still very, very early. Lots to dissect and digest, Anderson. Yeah, let's get a quick reaction from the campaign. Voilà, ce sont là les premiers résultats ou les premières tendances, puisque ce ne sont pas encore les résultats définitifs. Est-ce qu'on peut avoir très très rapidement votre commentaire sur ce que nous venons de voir? Badakani, on commence par vous. On a l'impression que les sondages d'avant-élection ne se sont pas trompés. Ben, nous sommes dans une configuration extrêmement serrée, malgré, n'est-ce pas, bon, il y a des votes qui confirment, n'est-ce pas, des bastions traditionnels. Donc on n'est pas surpris dans le Oyo, par exemple, bon, c'est un bastion démocrate, on n'est pas surpris. Mais on voit là qu'on est dans une configuration extrêmement serrée. Et il faudra attendre vraiment la fin pour avoir une idée définitive. Il ne faut pas s'aventurer dans les pronostics, là, parce que c'est vraiment très très serré. Et je crois que c'est une configuration quand même nouvelle. C'est vrai que de façon intrinsèque, de par le passé, on a souvent vu ça. Mais là, c'est une configuration nouvelle aux États-Unis de voir un président sortant aussi au coude à coude avec son challenger. C'est une configuration assez nouvelle par rapport généralement à la tradition aux États-Unis. Mais si j'avais un avis personnel à donner, nous sommes de ceux qui souhaitons la défaite de Barack Obama, parce que je suis de ceux qui pensent que c'est un danger pour le monde. Il est dangereux pour le monde. De toute façon, il y aura un plateau qui pourra traiter de ça. Hein. Peut-être vers la fin, on va parler des défis. En tout cas, oui. nous pronostiquons sa défaite. Donc tout à l'heure, on pourra bien expliquer. Tout à fait. Alors, ceux qui voient Moubarak, votre réaction très très rapidement, en attendant que, avant qu'on puisse donner la parole au docteur Paul et aussi à Bachir, hein, qui suit de près. Je dis que c'est un scénario imaginaire. On ne peut pas partir sur la base de ce que nous a diffusé CNN à l'actuel, qui sont apparemment encore des voix populaires, pour pronostiquer et dire quoi que ce soit, parce que ça aura en face une confrontation des grands électeurs qui, on ne peut pas partir de ça. C'est une illusion. Voilà, vous voyez, docteur, on n'arrive pas à se détacher de cette affaire des grands électeurs. Alors moi, je voudrais que vous réagissiez en quelques poussières de secondes, juste, hein, parce que la question que moi, je souhaiterais vous poser, pourquoi est-ce que sur la scène politique américaine, il n'y a que deux partis qui ont pratiquement polarisé la scène, alors qu'on sait quand même qu'il y a eu des petits partis. Alors vous commencez par réagir, après vous nous... Oui, ma réaction est très enthousiaste, parce que je comprends que le président Bandakani ne soit pas à main de reconnaître que les statistiques qu'il vient de nous donner là, bien qu'il soit serré, démontrent tout de même que les tendances générales se sont confirmées en faveur de Barack Obama. Et je crois que jusqu'à la dernière minute, l'Ohio et la Pennsylvanie, qui étaient très disputés entre les deux, viennent d'être confirmés. Les tendances sont à la faveur de Barack Obama. Et je voudrais également remarquer que la Pennsylvanie, que Obama avait abandonnée, au moins depuis 2 jours déjà, parce que Mitt Romney est resté, même le jour des élections, il a fait campagne en Pennsylvanie. Et pendant qu'Obama jouait au basket, il était toujours en Pennsylvanie. Et je vois la Pennsylvanie en train de lui échapper. Je crois que ce n'est même pas aujourd'hui que Barack Obama gagne ses élections. Barack Obama les a gagnées depuis 4 ans. Ce qu'Obama représente dans ces élections, sa dimension hautement symbolique et sa candidature historique sont une victoire qui rentre dans l'histoire, et qu'aujourd'hui, ce n'est que le forward de cette victoire. On est dans la continuité d'une histoire. Ce qui me plaît. En tout cas, docteur, Barack Obama n'a pas encore gagné. Oui, permet que je chute. Oui. Permet que je chute. Je voudrais dire que si Obama gagne, l'histoire sera entière. Ça, c'est le problème. S'il perd, l'histoire sera à moitié achevée. Et c'est pour ça qu'il est souhaitable qu'il gagne, pour que l'histoire soit complète. Ça, c'est votre point de vue, oui. Oui, je parle.
Maintenant, pour revenir sur le système électoral, je voudrais prendre même cela en gros, parce que le président Bandakani a dit des choses tout à l'heure qu'on ne pouvait pas... Je vous ai posé la question sur la polarisation de la scène politique américaine. C'est par rapport à cela. Oui. Il a dit qu'on ne pouvait pas copier un modèle comme celui-là qui ne donne pas la possibilité à plusieurs autres partis et qui a polarisé la vie politique en deux. Je rappelle que dans certains pays africains, il y a pas des centaines de partis politiques. Oui. Non, est-ce que c'est le cas aux États-Unis? Non, bien sûr. Il y a plusieurs partis, au-delà de 2 partis. Oui, mais on sait que tous les autres partis n'ont aucune signification en termes d'assises nationales. Donc, les 2 partis les plus importants qui se sont imposés par l'histoire, le Parti démocrate, les démocrates et républicains, se sont imposés dans la trajectoire des choses. On n'a pas décrété un jour qu'il fallait seulement les démocrates et les républicains. Donc, l'histoire est en train de suivre son cours. Ce qui est important dans ce système, parce que la démocratie, comme a voulu nous faire croire le président Bandakana, ne se limite pas quand même au système électoral. Je sais qu'il se retrouve dans un pays, le Cameroun, où le système électoral est un gros boulet pour les hommes politiques et on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord depuis une décennie sur le code électoral. Mais le système électoral est une conditionnalité de la démocratie. Et tant que le système est accepté par les parties prenantes, on est très mal placé en dehors du système pour juger s'il est antidémocratique ou non. Tant que les partis qui prennent part aux élections sont d'accord avec le système, ne le contestent pas, alors on ne peut pas parler de manque ou de carence de démocratie. Maintenant, je dis que la démocratie elle-même, c'est tout un concept. Est-ce qu'au-delà de l'élection... est-ce qu'au-delà des grands électeurs, il n'y a pas d'autres éléments qui nous permettent d'affirmer que c'est une véritable démocratie? Pourquoi on ne remet pas en question la limitation des mandats? Pourquoi on ne remet pas en question la séparation des pouvoirs qui est assez claire aux États-Unis? Je crois que nous avons affaire là à une démocratie, peut-être une démocratie américaine. Je suis d'accord avec le président Bandakani que l'Afrique regorge de potentialités pour écrire un système politique à l'africaine et qu'on n'a pas besoin d'importer un modèle américain. Mais je dis aussi qu'il y a des valeurs, lui-même il a dit, qui sont universelles. Tout à fait. Oui, donc si dans notre pays ou en Afrique, le président Bandakani, par exemple, est à la tête d'un parti où il y a beaucoup de jeunes dynamiques, il y a des brillants étudiants, des universitaires, ils doivent penser, ils doivent songer à nous écrire un modèle de projet de société, sans toutefois remettre en question celui des autres qui le leur va bien. Je crois que... Voilà, président Bandakani, très rapidement, parce que Mohamed Bachir s'apprête à nous retrouver sur ce plateau. Et même avant qu'on lui donne la parole, nous allons aller essayer un peu de faire un zoom sur un parti politique aux États-Unis. Très rapidement. Je voudrais dire au docteur qu'il me fait un faux procès. Oui. Parce que nous avons dit tout à l'heure que les États-Unis se sont autoproclamés gardiens du monde. Gendarme du monde. Gendarme politique, gendarme économique, gendarme culturel, gendarme social, vous le savez. Donc aujourd'hui, c'est à eux qu'il faut faire ce procès. Les États-Unis veulent standardiser le monde, n'est-ce pas? Ils veulent que le monde les ressemble, mais avec des méthodes qui n'ont rien de démocratique. 1. 2. Non, on peut analyser la structure démocratique américaine, docteur. On peut analyser ça. Et vous pouvez, quand vous dites qu'il y a une séparation de pouvoir, vous voulez me faire sourire. Sur du papier, oui, mais nous avons vu avec le Monica Gate. Et quand on voit la puissance des lobbies exotériques, financiers, qui qui ont trusté le système politique, économique et social, on peut s'interroger sur la valeur de la démocratie américaine. Aujourd'hui, ces lobbies ont cannibalisé les 2 partis, vous le savez. Et ils ont pris en charge. Pour élire un député aux États-Unis, c'est clair. Vous devez avoir de l'argent, vous devez être porté par les lobbies. La loi l'autorise. Vous n'avez pas d'argent, vous ne passez pas. Là-bas, ils n'ont même pas honte de ça. Donc, les lobbies financiers ont cannibalisé la démocratie aux États-Unis, que nous sommes en face de la dictature bipartite de 2 partis, qui sont en fait les voix officielles des multinationales américaines. Donc, on est porté à interroger un pays qui s'érige en donnant des leçons dans le monde et qui se pose un modèle universel pour leur dire que, mais arrêtez, votre modèle n'est pas aussi universel que ça. Parce que dans d'autres pays du monde, il n'est pas possible d'accepter qu'on valorise à ce niveau les inégalités financières et qu'on en fasse et qu'on la célèbre pour en faire une valeur nationale.
Alors, vous voyez, la démocratie américaine, vous avez dit c'est une démocratie américaine, mais que les Américains restent chez eux avec leur modèle. En ce moment-là, nous allons nous taire. Mais devant l'impérialisme culturel des États-Unis, nous sommes en droit de nous lever pour dire que votre modèle n'est pas un modèle à universaliser. Parce que partout ailleurs, on n'a pas les moyens de magnifier les riches au détriment des pauvres. Nous sommes des pays qui sont en construction, nous sommes des pays qui devons garantir la cohésion sociale, qui doivent garantir une certaine idée de la nation. Nous ne pouvons pas accepter d'importer chez nous un modèle, n'est-ce pas, qui non seulement valorise les inégalités, mais plus la valorise aux dépens du monde entier. Merci à vous, Bandakani. Je vois déjà Mohamed Bachir s'annonce avec déjà beaucoup d'informations. Avant de lui passer la parole, vous parlez tantôt sur ce plateau des différentes formations politiques aux États-Unis. Je vous propose de découvrir le Parti républicain avec son mode de fonctionnement et surtout son conservatisme. Alors, la droitisation du Parti républicain s'effectue, je pense, déjà sur le temps, une quarantaine d'années. C'est difficile de donner un point de départ précis, mais on sait que ça dure depuis à peu près 40 ans. Il se situe à deux échelles. D'abord, il y a l'élite du parti, une élite qui est de plus en plus inspirée par les idées des ultralibéraux économiques. On cite Friedman, on cite Hayek, évidemment, et on cite Ayn Rand, mais ça c'est plus philosophique qu'économique, mais ça rentre exactement dans cette philosophie anti-étatiste qui n'avait pas cours il y a une quarantaine d'années, parce qu'on était encore empreint de la philosophie du New Deal. Les républicains d'après-guerre étaient beaucoup plus enclins à accepter le compromis avec les démocrates sur la vision finalement que l'État devait avoir dans la société. Et puis au sein de la société en elle-même, on a constaté aussi une droitisation de l'électorat républicain à cause des médias conservateurs qui ont de plus en plus d'influence, on pense à Fox News, à cause du processus des primaires qui favorise lors des élections présidentielles et également lors des élections pour le Congrès, ce qui est très très important, l'avènement de candidats de plus en plus conservateurs, parce que les États du Sud, ceux les plus à droite, se voient attribuer plus de délégués, donc plus de poids que les États plus modérés dans le camp républicain, qui sont ceux traditionnellement du Nord-Est. Et l'exemple typique de cette radicalisation, c'est Mitt Romney, qui vient du Massachusetts, un État du Nord-Est, qui a dû se convertir finalement en une dizaine d'années à l'idéologie beaucoup plus conservatrice de la base républicaine nationale, beaucoup plus à droite, et c'est pour ça que Mitt Romney est connu aujourd'hui comme une girouette, un flip-flopper, qui était pour l'avortement, qui maintenant est contre. Voilà, toute une variété de positions que Mitt Romney a dû transformer vers la droite et qui illustre complètement cette droitisation du Parti républicain. Je ne crois pas. Ça peut sembler bizarre, le Parti républicain ne se divise pas parce qu'il y a un mouvement, comme ça, une lame de fond, qui fait que le Parti républicain reste soudé. Alors c'est l'effet des élections qui, tous les 4 ans, unissent le parti autour d'un nominé présidentiel, qu'il plaise ou pas à la base du parti. Et c'est aussi l'effet, finalement, que, comme je le disais, les modérés, les électeurs centristes, ont tendance à se raréfier. Et donc ces modérés qui occupaient le centre il y a une trentaine d'années sont portés vers la droite. Et l'exemple typique de ce phénomène, c'est tout simplement Mitt Romney, qui était un modéré dans le Massachusetts il y a une vingtaine d'années, et qui maintenant se retrouve au sommet d'un ticket républicain pour l'élection présidentielle, qui n'a plus rien de modéré, qui est conduit par les idées de Paul Ryan, qui lutte tant que faire se peut, bec et ongle, contre l'intervention de l'État. C'est une question poignante et je crois effectivement que c'est une menace pour la survie du Parti républicain en tant que tel en tout cas. Évidemment, le Parti républicain ne risque pas de mourir dans la 10e ou la 15aine d'années à venir, mais il y a un vrai danger puisqu'on voit, et c'est un contraste visuel saisissant lorsqu'on compare les conventions démocrates et républicaines, que les minorités ont investi le Parti démocrate et elles sont complètement absentes du Parti républicain. Et pour la première fois dans l'histoire américaine, les personnes de couleur blanche sont une minorité, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus de 50% de la population. Et pareillement, l'argumentaire utilisé depuis plusieurs années déjà par le Parti républicain, et notamment au Congrès, par les représentants et sénateurs du Parti républicain, contre les minorités hispaniques, pose un grand danger parce que les minorités hispaniques
eh bien, arrivent en masse du Mexique notamment, adressés à cette communauté en particulier, alors qu'on le voit, les démocrates font des efforts pour tout simplement adopter un langage beaucoup plus comment dire, modéré, on va dire, beaucoup plus humain, même on peut le dire, vu certains projets de loi, à l'égard des modérés, des hispaniques, pardon. Voilà un élément qui donne du sourire à Bandakana sur ce plateau. Peut-être avant de venir à vous, hein, Président, et nous allons recevoir Mohamed Bachir. Vous avez quelle information, Bachir, entre vos mains? Alors, il faut dire à nos téléspectateurs que tous les États n'ont pas encore fini de voter et donc les bureaux de vote sont encore ouverts. Tout ce que nous donnons, ce ne sont que des résultats partiels des dépouillements. Et nous revenons à ce que le professeur Banakani a dit tout à l'heure à la vue des résultats de CNN. Il faut rappeler que les résultats, les deux candidats ont remporté chacun dans des États qui leur semblaient déjà des acquis. Alors, on précise ici que pour Mitt Romney, il l'a remporté dans l'Indiana et le Kentucky qui étaient déjà des acquis. Là, c'est indiscutable. Et puis pour Barack Obama, il l'a remporté dans le Vermont et la Caroline du Nord. Mais il y a un mais qui vient. Selon CNN, Mitt Romney serait pour l'instant en tête en termes de grands électeurs. Et donc ce problème de grands électeurs qui revient avec 33 votes contre 3 pour Barack Obama. On rappelle ici qu'il faut obtenir 270 grands électeurs pour remporter le scrutin. Alors, voilà l'information qui est passée. Docteur Paul Ménessière, je crois que c'est bien cela. On a vu, hein, les tendances sont là. Nous venons de voir avec ce reportage sur le parti républicain qui polarise autant que le parti démocrate, la scène politique aux États-Unis. On peut retenir au passage la force et la place de l'argent, une élection, la présence dans la force aussi, hein, des lobbies dans cette formation politique. Quel est un peu le commentaire que vous suscite la vision de cet élément? Ben non, cet élément nous apporte les éléments de confirmation de ce que nous pensons depuis, oui, que le Parti républicain est fondé sur une base purement libérale, c'est-à-dire que les fondamentaux du Parti républicain sont une politique ou alors une philosophie qui consiste à diminuer davantage l'influence de l'État dans l'appareil économique et dans le système de production. Donc, c'est un système qui a pour but de permettre que des richesses se créent indépendamment du pouvoir politique et que ces richesses puissent être, que ces richesses puissent conditionner à la limite la vie politique des États-Unis. Donc c'est un peu ça le système républicain, fondamentalement capitaliste et un tout petit peu avant-gardiste, parce que dans tous les cas, le Parti républicain se projette. C'est vrai qu'en ce moment, c'est grâce à ces projections qu'ils savent qu'ils sont appelés à se reconstituer ou alors à changer la donne aux États-Unis, parce que dans quelques années, ou alors dans 20 ou 30 ans, au plus dans 50 ans, la démographie américaine suppose que la population noire va doubler ou tripler. La population sud-américaine ou les latinos des États-Unis vont également connaître le même accroissement, ce qui pourrait être gênant un tout petit peu dans la mesure où ce ne sont pas les amis ou alors les sympathisants du Parti républicain. Ils appartiennent plutôt généralement aux démocrates américains. Ce qui fait que si le Parti républicain ne prend pas ses dispositions maintenant, soit pour revoir sa trajectoire, soit pour revoir dans le fonctionnement même des institutions américaines, comme on en a parlé depuis, avec le président Banakani et le docteur Tchek,
si le Parti républicain ne prend pas cette disposition aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il soit mis en minorité dans les décennies qui viennent. Alors, merci. Peut-être chacun, on va aller très parce qu'il nous reste très peu de temps. En quelques secondes. Je voudrais vous faire savoir quelque chose pour des ambitieux du tiers-monde et plus particulièrement africains. Que pendant qu'ils ont de l'estimation pour le président Obama parce qu'il revient à la race africaine, ils doivent savoir aussi que chez certains blancs, on est blanc lorsqu'on est né chez sa mère et non pas du parti, on n'est pas parental par le père, du moins. Mais pour revenir dans le vif du sujet, il faut comprendre quelque chose d'assez important, que lorsqu'on donne les résultats qui sont des voix populaires comme celle-là, il y a un lobby et des négociations qui se font auprès des grands électeurs parce qu'il s'agit des problèmes d'intérêt. Il y a un problème de firmes pétrolières et d'économie du monde. Alors lorsque vous aspirez à être élu, il faudrait que des discussions sous-marines ou sous les tables puissent vous garantir sur les offres que vous pourriez donner. Et c'est là que vous allez peser par ces grands électeurs et que ça pourrait tout fausser de tout ce que nous entendons. Voilà, on va aller très rapidement. Je sais que le président Badakani veut réagir. On va parler de la parole maintenant. Alors, il y a aussi un autre élément à soulever dans le cadre de ce plateau sur le système électoral américain. Il faut signaler aux téléspectateurs que c'est un système extrêmement ouvert. C'est vrai qu'il fait la place, qui donne la place à l'argent, mais c'est un système qui fait également tourner l'économie américaine pendant les élections. On a vu avec la campagne électorale tout ce que ça a donné, ça a rapporté à la société américaine. J'ai bien envie de vous demander comment se fait donc maintenant aux États-Unis la régulation. Est-ce que comme chacun fait appel à ses lobbies financiers, comment est-ce que l'État américain régule? On sait quand même que lors des élections dans tous les pays du monde, est-ce qu'il y a une régulation aux États-Unis des élections, de la campagne? Obama a essayé une fois et deux. Il a essayé de diminuer. Excusez-moi, c'était une démarche velléitaire au sens politique du terme. Le docteur Ménessier me comprend quand je dis ça. Il a essayé de réguler, mais bon, sans succès. Sans succès. Et parce que je vous ai dit, c'est consubstantiel à la culture américaine. L'argent. Le business. L'argent est sacré aux États-Unis. Et puis, les catégories démocrates républicains aux États-Unis ne signifient pas grand-chose au-delà des différences de valeurs. C'est vrai que le Parti démocrate, historiquement, prend en charge la situation des classes moyennes, si on peut schématiquement dire ça comme ça, mais fondamentalement, aucun parti aux États-Unis ne peut s'opposer à la sacralité de l'argent et du monde des affaires. Vous n'êtes pas américain si vous le faites. Vous n'êtes pas américain. La nation américaine est construite sur la sacralité de la liberté d'entreprendre et de la richesse de l'argent. Ça, c'est le dogme fondateur de la société américaine, au-delà du libéralisme politique. C'est ça. Si on le nie, on ne connaît pas l'Amérique. Autrement dit, Badakani, pour aller très vite, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pourrez jamais être président aux États-Unis. Mais écoutez, chacun le sait, cette démocratie s'arrête au niveau de l'argent. Elle se conjugue avec les bons moyens financiers. Très bien, merci, c'est entendu. Les États américains ont le droit de vote, mais ils votent ce que l'argent leur impose de voter. Voilà un autre élément. Ah oui, Cheikh, voilà, très rapidement. Je voulais dire quelque chose par rapport qu'on observe à partir d'ici, que contrairement aux pays africains, parce que cela est revenu, qu'aux États-Unis, c'est des argentiers qui propulsent des carrières politiques et qui amènent l'homme au pouvoir. Alors, et il faut donc réfléchir dès aujourd'hui à comprendre que, par contre, en Afrique, il va falloir aller puiser dans le fonds d'État pour donner même aux partis politiques afin qu'ils activent la démocratie. Alors qu'est-ce que ça peut inspirer en Afrique? J'ai bien envie de couper très rapidement parce qu'il y a un autre plateau qui se prépare. Qu'est-ce que vraiment cette sacralisation de l'argent dans la politique peut inspirer en Afrique? Est-ce que dans nos différentes démocraties, on a besoin d'attendre l'État pour le financement des différents partis politiques? Est-ce qu'on ne peut pas faire intervenir des privés pour pouvoir donner la